Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Francis Patindé du site Le Monde Afrique, un site que vous dirigez désormais. Le site Le Monde Afrique appartient au groupe Le Monde. Valérie Thorin, africasie.fr, un nouveau site d'information dédié évidemment au continent africain notamment. Et puis Laurent Larcher du quotidien La Croix, le journal La Croix. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. En Éthiopie, la démission du Premier ministre suivie du rétablissement de l'état d'urgence. Et puis au Tchad, le président Idriss Déby face à une double crise à la fois politique et sociale. D'abord, cette situation politique inquiétante donc en Éthiopie où le Premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn a donc démissionné et dans la foulée, eh bien, l'état d'urgence a été rétabli une deuxième fois en l'espace d'un an et demi. Le résumé de Karine Barzégar de TV5 Monde. Le quotidien, comme si de rien n'était. Addis Abeba va qu'à ses occupations. Mais sous ces airs de calme apparent, la capitale éthiopienne vient d'être de nouveau placée en état d'urgence. Je quitte mes responsabilités au sein du parti EPRDF et du gouvernement. Je sais que nous allons écrire l'histoire en menant un transfert de pouvoir pacifique dans notre pays. Pacifier, réformer en douceur. Cela semblait la stratégie adoptée par le gouvernement depuis janvier, avec l'amnistie de plus de 6000 prisonniers politiques. Ça ne suffit pas de libérer une ou deux personnes, ils doivent libérer tous ceux qui se battent pour la vérité, la justice et l'égalité. En ouvrant les portes de prison, le régime craint-il de perdre la main? La pression populaire, en tout cas, ne se relâche pas. Secouée par des manifestations anti-gouvernement réprimées dans le sang, l'Éthiopie vit sa pire crise politique depuis 27 ans, avec un pouvoir contesté par les ethnies majoritaires Oromo et Amhara. Certaines demandes du peuple ne peuvent pas trouver de réponse en une semaine ou un mois. Les réformes peuvent prendre des années, mais au moins le nouveau Premier ministre devrait pouvoir convaincre la majorité des Éthiopiens qu'il est prêt à répondre à leurs demandes. En attendant, le nouvel état d'urgence sera en vigueur pendant au moins 6 mois, voire 10. Inutile bien sûr de le contester dans la rue, toute manifestation sera interdite. Voilà, Francis Patindé, l'Éthiopie qui traverse donc sa crise politique la plus grave depuis la disparition de Meles Zenawi en 2012, le charismatique Premier ministre. Son remplaçant, Haïlé Mariam Dessalegn, qui jette l'éponge, et semble-t-il non pas sur sa seule décision, mais sous la pression finalement des autres composantes de cette coalition qui dirige l'Éthiopie depuis la chute du sanguinaire régime de Mengistu. Un pouvoir concentré surtout aux mains, dit-on, des Tigréens. Absolument. Disons que le pouvoir sécuritaire et l'armée sont aux mains des Tigréens, mais ce qui se passe actuellement en Éthiopie, c'est un jeu pour pouvoir contrôler le pouvoir au sein du front révolutionnaire et des peuples éthiopiens. La coalition. Et ce qui se passe, c'est que les Oromo contrôlent déjà actuellement en Éthiopie le Parlement, le président du Parlement. Il y a un président de la République en Éthiopie qui est Oromo, parce qu'il est moins connu que le Premier ministre, parce que c'est purement symbolique. Le ministre des Affaires étrangères est Oromo. Il se dit que le prochain Premier ministre, donc le successeur de Haïlé Mariam Dessalegn, sera un Oromo. Donc c'est un peuple, une communauté qui tire son épingle du jeu. C'est la communauté majoritaire dans ce pays de près de 100 millions d'habitants. Mais d'un autre côté, il y a quand même cette réaction qui consiste à rétablir, à libérer les prisonniers, à rétablir l'état d'urgence, donc interdiction de manifester, les libertés politiques confisquées et encore des détenus politiques toujours derrière les barreaux. Oui, mais enfin, il y a eu une vague de libération ces derniers jours, ce qui semblait indiquer qu'on allait dans le bon sens, mais par ailleurs, il y a une crise politique à l'évidence sur fond de crise sociale et vous voyez les manifestations qui se multiplient, la revendication pour plus de démocratie, plus de liberté n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui en Éthiopie. C'est ça. Alors autrement dit, Valérie, on peut penser que Dessalegn incarnait peut-être une sorte de figure d'ouverture par rapport à des caciques, notamment au ministre de la Défense, celui qui a notamment annoncé le rétablissement de l'état d'urgence.
Oui, ça n'était pas... il a toujours été, depuis le début, il a incarné davantage d'ouverture que, son entourage, certes, son prédécesseur, en tout cas, Meles Zenawi. Cela dit, ça n'était pas non plus... on n'arrivait pas non plus à un pays de liberté. Il y a tout de même le pouvoir concentré aux mains d'une seule catégorie de la population, et c'est le cas typique d'une pseudo-démocratie qui finalement fait énormément de mécontents, qui ne peut se maintenir qu'au prix de la répression. Et on n'est plus au XXe siècle, on est au XXIe siècle, et aujourd'hui les choses se savent, les gens sont connectés, ils ont des téléphones portables, ils savent très bien ce qui leur arrive et ce qui arrive dans les pays voisins et comment ça se passe. Du coup, le mécontentement qui était là, il était déjà là sous Meles Zenawi, mais il était réprimé, puis personne ne disait rien, on arrivait à couvrir ça d'un espèce de manteau, mais là, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Il y a une jeunesse, tous les pays africains sont très jeunes, en Éthiopie comme ailleurs, et cette jeunesse, elle est connectée, et cette connexion lui donne suffisamment d'espérance pour pouvoir arriver à transformer ça et à manifester dans la rue. Alors, Laurent, vous rentrez d'Éthiopie, de reportage. Est-ce que l'on ressent véritablement dans la rue et en règle générale, quand on discute avec un certain nombre de personnes, justement, cette espèce de tension politique, au fond inédite, depuis les violentes manifestations réprimées dans le sang? Il y avait eu 800 morts il y a quelques mois de cela. Officiellement 800 morts. Officiellement, oui. Donc davantage, sans doute, dans la réalité. Absolument, et encore aujourd'hui. Non, dans la rue, en fait, les gens, quand ils s'adressent à un journaliste, ne parlent pas librement. C'est un régime qui contrôle extrêmement sa population et son opinion publique, et encore plus les journalistes, qu'ils soient éthiopiens ou étrangers. Ensuite, quand on rentre dans un rapport de confiance et dans la discrétion, qu'on soit à Addis, il faut aussi surtout sortir d'Addis Abeba, parce qu'Addis Abeba est vraiment un peu, je dirais, un îlot dans ce pays immense, aux réalités si différentes en fonction des régions. C'est vraiment une tension très très forte. Alors moi, l'analyse que je fais, en fait, c'est que la constitution, le projet de Meles Zenawi, notamment autour de ce fédéralisme qu'il a mis en place et qu'il a imposé en 1995, est en train de s'effriter. Et il s'effrite. Alors rappelez-vous, en 1995, il monte à une fédération il redessine la carte éthiopienne autour des ethnies, des communautés. Un peu sur le modèle de ce qu'avait fait Staline pour l'Union soviétique, absolument. L'Union soviétique. Et alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Eh bien, les promesses du développement économique ne sont pas arrivées pour une grande partie de la population. Je vous rappelle que 30% de la population en Éthiopie vit sous le seuil de pauvreté. Vous avez rappelé qu'effectivement, il y a une jeunesse, 40% de la population a moins de 15 ans en Éthiopie. Et puis des communautés qui se sentent brimées, les Amharas, les Oromos. Alors j'ajoute à cela la question d'un gouvernement qui n'a absolument aucun charisme. Depuis la mort de Meles Zenawi, c'est un régime qui n'a pas vraiment de visage. Et enfin, effectivement, on a une poussée impressionnante, et je dis bien impressionnante, du sentiment identitaire ou communautaire qui est en train de s'imposer dans l'Éthiopie. On vous avait parlé des Oromos, mais aussi évidemment les Amharas, dont vous avez parlé. Il y a aussi les Somalis. Les Tigréens, qui ne sont que 6% de la population, sont vraiment dans une position d'infériorité. Je vous rappelle que... Mais dominante sur le plan de l'exécutif. Oui, mais sur le terrain, à Gondar, par exemple, grande ville royale Amhara, tous les Tigréens ont été chassés. D'accord. Donc, dans tout le pays Amhara, les Tigréens sont en train de quitter la région. La même chose dans les pays Oromo. Voilà. Alors, oui, Valérie? Oui, mais ça ne veut pas dire que le pouvoir va quitter les Tigréens. On voit au Rwanda... oui, puisque l'état d'urgence a été rétabli, c'est un acte, je dirais... c'est un acte fort, quand même. Oui, et c'est un acte qui permet une répression accrue dans les limites de la légalité du pays. Donc, je pense qu'effectivement, vous avez raison, que la donne de répartition entre communautés culturelles est importante, mais le fait que les Tigréens soient comme un camp retranché ne signifie pas que ce camp retranché va céder. Alors peut-être que les Tigréens sont aujourd'hui sur la défensive. L'Éthiopie, on le sait. Oui, Laurent? J'aimerais ajouter, vous avez absolument raison, sauf que les Amharas, les Somalis,
les Oromos sont en train de s'armer. Voilà. Donc, et il ne faut pas oublier, je finis là-dessus si vous voulez, la question aussi du jeu de la sous-région, des puissances sous-régionales. Car il y a pas mal d'intérêts, évidemment, en Éthiopie, et beaucoup dans la région ou dans la sous-région ne veulent pas d'une Éthiopie forte. Donc il y a aussi derrière ces mouvements pré-insurrectionnels, le jeu aussi de quelques-unes de ces puissances qui a tout à fait intérêt que l'Éthiopie soit déstabilisée éventuellement. Voilà. Alors on comprend mieux d'ailleurs l'état d'urgence si tant est que les communautés qui se sentent brimées s'arment aujourd'hui pour effectivement être mieux représentées. Mais cela dit, Francis Patinde, on sait qu'Addis Abeba, la capitale éthiopienne, abrite le siège de l'Union africaine, mais il est de notoriété publique que ce pays ne respecte pas véritablement les libertés démocratiques, ne respecte pas l'équilibre ou l'équité entre les communautés d'un même pays, c'est-à-dire autant de valeurs, de principes défendus tout de même par l'Union africaine. Très contradictoire. Il y a même des fonctionnaires de l'Union africaine qui sont souvent amers lorsqu'ils parlent de l'Éthiopie. Il a été question il y a quelques années de déplacer le siège de l'Union africaine, enfin, ce qui s'appelait à l'époque l'OUA, vers une autre capitale. On a évoqué le cas de Dakar ou l'Afrique du Sud. C'est vrai que les libertés ne sont pas garanties, que les forces de l'ordre ne sont pas commodes en Éthiopie, ça va de soi, et que même avoir un visa pour l'Éthiopie hors au sommet de l'Union africaine, c'est pas toujours facile. Il y a également un autre problème, c'est la question des communications. C'est ça. Il lâche un peu du lest pendant les sommets, après il ferme le verrou, et à la moindre manifestation de rue, il coupe l'Internet, il coupe les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un seul fournisseur d'accès en Éthiopie pour la téléphonie. Alors, est-ce que cette situation est tenable? Est-ce qu'aujourd'hui, même pour l'Union africaine, est-ce crédible de rester dans ces conditions à Addis Abeba? Addis Abeba est un symbole pour toute l'Afrique, parce que l'Éthiopie est le seul pays n'ayant pas été colonisé au sens... le Libéria. Voilà, le Libéria qui est une création particulière. Voilà, c'est ça. Et donc, ce qui fait que, bon, c'est symbolique. Et à la création de l'OUA, on a trouvé normal de s'installer là-bas. Pour autant, à l'époque de l'empereur, il n'y avait pas de liberté. Bien sûr. Alors, Laurent, on constatera aussi que, contrairement aux critiques qui fusent à propos de l'Érythrée voisine, eh bien, l'Éthiopie, finalement, nous semble les systèmes, le système politique qui prévoit en Éthiopie, les répressions sanglantes, 800 morts, on disait, il y a quelques mois, chez les Oromos, etc. Eh bien, tout ça, apparemment, ne gêne pas les principaux partenaires occidentaux de l'Éthiopie. On entend rarement réagir Washington ou Londres, et encore moins Pékin, qui est l'un des partenaires économiques très précieux de l'Éthiopie. Vous avez absolument raison. La communauté internationale parie sur une Éthiopie stable, dans une région totalement instable. De sorte que, évidemment, si l'Éthiopie, rappelez-vous, l'Éthiopie, il y a le Soudan, enfin bon, on est vraiment autour d'une région qui est explosive et qui est totalement déstabilisée. Le conflit au Yémen aussi en face. La Somalie, l'Érythrée. Voilà, mais aussi la guerre au Yémen, qui a aussi une répercussion dans la sous-région. Alors oui, on a tous intérêt, en tout cas la communauté internationale a intérêt à avoir une Éthiopie forte et surtout qu'elle réussisse son pari du développement. Sauf que à quel prix sommes-nous prêts à accepter cette forte stabilité? Un dernier mot, Francis. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres secousses en Éthiopie? Est-ce que cette crise politique va aller en s'accentuant ou bien est-ce qu'on peut parvenir à un compromis? Je pense que la crise en toi sociale, elle est amenée à croître. Les gens ont compris que leur voix comptait et que plus ils avaient d'opportunités de descendre dans la rue, plus ils pouvaient faire pression sur le pouvoir. Il y a également, juste un mot sur l'intervention de la sous-région. Il y a un problème avec l'Égypte à cause du barrage de la Renaissance sur le Nil. L'exploitation des eaux du Nil. Voilà, et le pouvoir éthiopien accuse de façon récurrente le Caire d'immixtion dans ses affaires intérieures, d'animer certaines de ces manifestations. Voilà, donc tension intérieure en Éthiopie et tension avec les pays voisins, les puissances dont parlait Laurent. RFI TV5 Monde, on passe au deuxième sujet d'Afrique Presse, le Tchad, classé dernier quasiment en 2016 selon l'indice de développement humain du PNUD, le Tchad englué dans une grave crise sociale et politique, le coupable désigné pour les opposants, pour les syndicats et encore plus pour les fonctionnaires, c'est le régime d'Idriss Déby en place depuis 27 ans. Le résumé du sujet par Antoine Delpierre de TV5 Monde. Chaque jour, à l'heure du repas, Diane a du mal à retenir ses larmes. Alors, plutôt que de se morfondre, elle préfère s'activer pour oublier cette question qui la taraude, elle et son mari, comment nourrir leur famille.
On n'arrive pas à manger 2 à 3 fois par jour comme avant. C'est juste un seul repas par jour. Un repas qui n'est pas du reste consistant. L'essentiel étant de trouver ce qu'il faut trouver à manger pour ne pas mourir de faim. Diane, sage-femme, fait partie de ces fonctionnaires directement impactés par les mesures d'austérité imposées par l'État tchadien en ce début d'année. 40 000 qu'ils ont retirés, là, on pouvait acheter le gaz, le sucre, le thé, faire un peu de provisions quand même. Maintenant, là, c'est pas facile. À tel point qu'aujourd'hui, Diane dit avoir presque honte de se rendre au marché, de peur de découvrir qu'une fois encore, les prix ont augmenté. Parce que les marchandises arrivées au niveau des douanes, les douanes taxent beaucoup. Les taxes augmentent chaque année. Depuis 2015, la chute du prix du baril de pétrole, principale ressource du pays, a plombé l'économie et obligé l'État tchadien à se plier aux exigences des plans d'aide et des bailleurs de fonds. Mais la réponse à coups de taxes et de coupes budgétaires apportée par N'Djamena provoque un fort mécontentement social. Tout est bloqué. Les magistrats sont en grève depuis 3 à 4 jours déjà, emboîtant le pas donc aux autres fonctionnaires. Et donc dans un pays où la justice est paralysée, la santé, le secteur de la santé est paralysé, le secteur de l'éducation est paralysé, mais je crois qu'il n'y a plus de vie dans ce pays-là. Cloîtrée chez elle, Diane n'est pas au bout de ses peines. Elle vient d'apprendre que les fonctionnaires en grève comme elle ne seraient pas payés. Voilà, Francis Patindé, situation sociale terrible pour les familles. On l'a vu, là, le témoignage, le reportage dans cette famille. C'est une famille, le mari est journaliste et l'épouse donc travaille dans la santé. Pour les syndicats et les forces opposées à Idriss Déby, ces baisses forcées de salaire imposées aux fonctionnaires, évidemment, sont arbitraires. Et c'est donc le résultat de cette malgouvernance du pouvoir en place. D'autant plus qu'en guise de réponse, la seule réponse que le Premier ministre Abdoulaye Fadoul a donné aux fonctionnaires en colère, eh bien, il promet simplement qu'il n'y aura pas de nouvelles coupes en 2018. Oui. Coupe de salaire. La situation actuelle marque l'échec patent du président Déby, 30 ans après son arrivée, 28 ans après son arrivée à la tête de l'État. Manger aujourd'hui, avoir 2 ou 3 repas par jour, c'est un droit pour tout être humain. Et le reportage qu'on vient de voir prouve que les Tchadiens tirent le diable par la queue. C'est scandaleux pour un pays qui a du pétrole, qui a de l'espace, qui occupe une position géostratégique importante en Afrique. Je trouve ça scandaleux. Valérie ? Oui, et c'est d'autant plus scandaleux que j'ai vu que la réaction du président lui-même a été de dire il faut développer l'agriculture et l'élevage. Si on développait les pays avec l'agriculture et l'élevage, ça se saurait. Donc il y a quand même un problème de redistribution. Alors il y a aussi un problème de contexte sous-régional qui n'est pas favorable. C'est vrai que les pays, le Tchad est entouré de pays très instables, à commencer par la Centrafrique. Et donc, évidemment, pour les échanges commerciaux, c'est pas très bon. Mais malgré tout, il y a un problème de gouvernance qui est évident. Et pour un pays producteur de pétrole, qui partait au moment où les robinets de pétrole se sont ouverts, il y avait un fonds destiné aux générations futures, etc. Tout ça, ça a volé en éclats pour la situation, pour acheter des armes, en fait, pour une situation intérieure volcanique. Donc, voilà, on en est à rabâcher la même chose depuis 28 ans. Alors, Idriss Déby et Laurent Larcher demandent aux Tchadiens de retourner dans les champs, etc. Encore faut-il des tracteurs pour produire de la nourriture. Or, il est vrai que Idriss Déby a plus dépensé d'argent pour acheter des armes, semble-t-il, pour se défendre, notamment d'opposants armés qui venaient régulièrement du Soudan pour déranger le monsieur. C'est-à-dire que Idriss Déby ne peut rester à la tête de ce régime que, 1, par son armée, et 2, par sa réputation à être l'homme indispensable pour la sécurité de la sous-région. Dès lors que l'on croit à ce storytelling, évidemment, il restera longtemps là et il pariera sur l'armée. Et quand on dit l'armée, il faut bien dire les choses. En fait, c'est sur les Agawas de l'armée, parce que l'armée, en tout cas... Des nordistes principalement, voilà, de sa tribu. De sa tribu à lui.
qui sont les mieux formés, les mieux armés et effectivement très efficaces. Moi, je me souviens, la première fois que j'étais au Tchad, c'était en 1997, et on me disait déjà à l'époque, vous allez voir, avec le pétrole, ça serait formidable, ce pays va sortir de la misère, et Idriss Déby est l'homme de la situation. C'était à peu près tout le monde, ce que disait tout le monde, à commencer par la diplomatie française. Évidemment, aujourd'hui, on constate que c'est un total échec, et c'est un échec parce que, vous avez raison, il y a toutes les raisons que vous avez dit, et puis c'est un régime prédateur. Enfin, c'est un clan de kleptomanes dont le seul but, comme malheureusement beaucoup dans la région, est au fond de vider les caisses de l'État pour son propre profit et se maintenir au pouvoir avec une indifférence et je dirais une ignorance pour sa population et notamment pour les sudistes qui souffrent énormément. Alors, en parlant de prédation, Francis Patindé, il y a eu beaucoup de rapports d'ONG critiquant notamment un emprunt du Tchad au groupe helvétique de négoce de matières premières Glencore, qui avait prêté au Tchad l'équivalent de 1,36 milliard de dollars en 2013. Et donc, cette dette était devenue impossible à tenir, étouffer quasiment l'économie tchadienne. Et du remboursement de cette dette dépendait près du FMI. Bref, cette dette vient d'être rééchelonnée, mais cette dette a soulevé d'énormes critiques, y compris d'ONG helvétiques, pour dire que l'utilisation de ce prêt était opaque. Enfin bref, et en accusant carrément le pouvoir de Déby d'avoir utilisé cet argent à des fins claniques, voire personnelles. D'abord, l'utilisation des fonds a été faite de façon opaque, mais je peux vous dire également que l'accord qui vient d'être signé c'est fait de façon très, très, très opaque aussi. C'est-à-dire qu'on n'en connaît pas vraiment les véritables clauses. On attend d'en savoir davantage pour se prononcer. Le fait est que ce régime a été vraiment kleptomane, comme disait tout à l'heure Laurent. Et c'est vrai qu'il faut voir un peu plus loin que le bon soldat Déby qu'on envoie dans les grottes du nord du Mali pour sauver la mise à une mission onusienne qui est squelettique. Voilà. Alors, on retombe à peu près dans la situation de l'Éthiopie. C'est-à-dire que le Tchad, en tout cas Idriss Déby, est un bon partenaire parce que c'est celui qui lutte comme un guerrier vigoureux contre les terroristes. Et moyennant quoi, évidemment, ses principaux partenaires, notamment la France, ferment les yeux sur ces dérives, sur ces dérives politiques. Il y a 10 ans, l'un des principaux opposants à Idriss Déby disparaissait corps et bien, et on ne l'a toujours pas retrouvé, Ibni. Oui, moi je trouve qu'on a le tort finalement de focaliser toute notre attention sur le chef de l'État. Bon, c'est vrai que c'est la figure émergente Est-ce que c'est pas un pouvoir personnel ? C'est un pouvoir personnel, bien sûr, mais en faisant ça, on occulte totalement le fait que ce régime soit sclérosé et ne fabrique pas d'élite. Parce que pour pouvoir s'en sortir, il faut un après, il faut voir à long terme. Or, c'est vrai que tout le monde dit oui, mais si Déby, qui ? Alors, les opposants. Il y a quand même des opposants respectables, Francis, tout de même. Oui, bien sûr qu'il y a des opposants, mais enfin, il y en a quand même pas mal qui ont disparu, et des opposants importants. Et puis, est-ce que véritablement ça peut changer parce que le pouvoir va changer demain ? Est-ce qu'il n'y a pas une non-fabrication d'élite qui est pernicieuse ? Je pense que dans tous les pays africains, il y a des gens aptes à remplacer les occupants. Il y a des gens qui perdus depuis 30 ans au pouvoir, certains davantage, mais il y a des élites, que ce soit au pays ou à l'étranger, et qui peuvent remplacer. Après tout, ils ne sont pas à l'abri d'une attaque cardiaque ou de problèmes de santé. Voilà. Laurent ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, notamment c'est ce que vous dites, les diplomaties occidentales. Il n'y a pas d'alternative au Tchad ou à Idriss Déby. Mais Kep Zabo est tout à fait respectable. Oui, bien sûr, mais quand on écoute ceux qui soutiennent Idriss Déby, ils vous disent, mais c'est aussi vrai pour les militaires d'ailleurs, c'est aussi vrai pour la diplomatie française, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que Déby, disent-ils, c'est le moins pire. Un, on le connaît. Deux, il faut dire que Déby, sans la France,
Il n'existerait plus. Il n'aurait pas existé d'abord. Il n'aurait même pas existé. Et on l'a utilisé pour se débarrasser d'Hissène Habré quand même. Et on l'a formé, enfin nous et Washington. Enfin je dis nous parce que moi je suis journaliste français. Et non seulement il a été formé, placé, on a éliminé Hissène Habré pour Maître Déby. Et en plus on sait très bien que étant, je dirais, le leader d'une minorité, il aura de toute façon besoin d'une aide extérieure militaire pour soutenir et tenir, je dirais, son opposition communautaire, de sorte que c'est notre homme. Un homme pas facile à gérer, bien entendu, mais dès lors qu'il a été en difficulté, nous avons toujours été ici. Et je finirai, parce que ça m'a beaucoup amusé, si je peux dire, dans ce jeu de dupes, et on nous prend vraiment pour des imbéciles. Cet accord Glencore, vous savez où il a été signé ? À Paris. À Paris. Voilà, ce qui en dit long. Donc avec le parrainage de Paris, je suppose. Oui. Un dernier mot, rapidement. Je ne suis pas sûre qu'un opposant à la tête de l'État, même Kebzabo, aurait davantage de marge de manœuvre et serait capable de redresser le pays. On a enlevé Hissène Habré. Il faut que Déby reste au pouvoir alors. Non, pas du tout. Mais on a enlevé Hissène Habré, c'était une catastrophe. On a mis Déby, c'est une catastrophe. Ouais. Mais il y a eu voilà. Je suis d'accord. Je crois beaucoup plus à la formation. Moi, je suis d'accord, mais je vous répondrai ce que je réponds à ces diplomates qui nous disent à peu près la même chose. C'est aux Tchadiens de décider. C'est pas à nous. Ah bah oui. Voilà. Mot de la fin et de bonne conclusion. Et c'est la fin de cette émission. Merci Laurent Larcher, Francis Patindé, ainsi qu'à vous, Valérie Thorin, de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et rendez-vous à la semaine prochaine.